Europe 1 vous présente Parole de l'ombre 2. Retrouvez la grande histoire des Français sous l'occupation. Affiches, chansons, tracts, poèmes, journaux clandestins sont reproduits à l'identique. Tournez les pages et dépliez ces archives bouleversantes pour plonger dans l'histoire. Parole de l'ombre 2. En librairie pour 34,80 € seulement. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Comme tous les jours à 13h15 sur Europe 1, vous avez rendez-vous avec Franck Ferrand. Franck qui n'est pas à mes côtés au studio Coluche aujourd'hui, mais en direct du nouveau siège des éditions des Arènes au 27 rue Jacob à Paris dans le 6e. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Et oui, un nouveau lieu de rendez-vous parisien dans ces murs qui ont longtemps abrité les éditions du Seuil. Vous imaginez que toute une partie de l'histoire intellectuelle du pays s'est faite ici où nous sommes, donc dans cette rue Jacob, dans le 6e arrondissement de Paris. Ce déplacement hors de nos studios habituels tient à marquer l'apparition, en partenariat avec Europe 1, du 2e volume de Parole de l'ombre. Vous aviez été très nombreux à vous jeter sur le premier volume. Ce sont ces recueils, vous savez, fourmillants de papier, de paperoles, de cartes, d'affiches, de choses qu'il faut aller chercher et déplier et qui évoquent la vie des Français sous l'occupation. Ce 2e tome n'est pas vraiment la suite du premier. Il est entièrement consacré à ce qu'on appelait à l'époque la propagande, à tous ces écrits, qu'ils soient sublimes ou honteux, à tous ces écrits officiels et clandestins qui participaient à la guerre des mots. La guerre des mots, c'est ainsi que Jean-Pierre Guénaud, l'auteur de ce nouveau recueil, définit le combat, le combat souterrain, le combat toujours très âpre qui s'est livré pendant l'occupation entre résistants et collaborationnistes. On va faire... De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Évidemment, pendant tout le cours de cette émission, on va feuilleter ce magnifique ouvrage à la recherche d'affiches, de tracts, de journaux, de messages, de poèmes aussi. On peut dire que tous les supports étaient bons, que toutes les formes étaient utiles pour travailler les consciences et pour tenter d'infléchir le sort dans un sens ou dans un autre. Les Allemands, la force occupante, ne s'y trompent pas à l'époque. Ils pourchassent les auteurs sans relâche, ils punissent l'écrit plus durement encore si possible que l'action. La plume inquiète davantage ce régime d'idéologues que le fusil. Plus encore que l'arme à feu, ce qui dérange les nazis, c'était l'arme à mots, ce que montre très bien Jean-Pierre Guénaud dans l'ouvrage. Alors, afin de répandre la terreur parmi les intellectuels et de dissuader les écrivains de tout poil de prêter leur concours aux feuilles, aux publications clandestines, les nazis leur réservent un châtiment spectaculaire et à leurs yeux déshonorant, la décapitation. Au début du régime, de 33 à 38, les coupables sont décapités à la hache comme au Moyen-Âge et puis ensuite ils seront guillotinés. En tout, plus de 40 000 personnes considérées comme des esprits trop libres ou trop forts ont été ainsi suppliciés. Alors au-delà des auteurs eux-mêmes, ce sont leurs familles qui sont menacées. C'est ça aussi un régime de terreur. Toujours à des fins dissuasives. Ce que les Allemands appellent le Siebenhalb, c'est-à-dire la peine de clan. Le 10 juillet 1942 est placardé dans toutes les mairies de la France occupée le régime, la France occupée d'ailleurs elle va bientôt être entièrement occupée à quelques semaines près, est publié donc ce régime applicable aux familles des agents condamnés pour propagande contre l'occupant. Je cite, les proches parents masculins en ligne ascendante et descendante, ainsi que les beaux-frères et cousins à partir de 18 ans sont fusillés. Ça c'est pour donc la famille proche de ceux qui se sont rendus coupables aux yeux de l'occupant de propagande anti-allemande. Toutes les femmes du même degré, donc les femmes en ligne ascendante, descendante, etc., belles-sœurs, sont condamnées aux travaux forcés. Et tous les jeunes jusqu'à 17 ans placés en maison d'éducation surveillée. Voilà ce système diabolique mis en place par l'occupant et qui nous donne une idée de la violence de cette guerre des mots. Et pourtant, ils sont nombreux à ne pas se laisser terroriser. Depuis l'écrivain célèbre jusqu'au rédacteur anonyme, nombreux sont ceux qui vont faire passer le message
de la résistance en ces temps de guerre et de pénurie, ce qui est très difficile, vous imaginez bien, il faut trouver du papier, de l'encre, des caractères d'imprimerie qui n'aient pas été répertoriés par la police, il faut imprimer en secret, ce qui veut dire qu'on déplace très souvent les machines, les presses, il faut diffuser de la même façon, tout ça suppose des subterfuges, des ruses, tout cela suppose surtout une énorme prise de risque. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Sur Europe 1 de la bande originale du film de François Truffaut, Le Dernier Métro, Franck. Vous vous rappelez ce magnifique Évidemment. film, Julia, avec notamment Catherine Deneuve et Jean Poiret, etc. On était, avec le film de Jean Truffaut, dans l'atmosphère si particulière de cette occupation, et notamment, en l'occurrence, du Paris de l'occupation, Jean-Pierre Guénaud. Ce qui est étrange, c'est que la période était d'une dureté folle, je pense qu'on l'a dit d'emblée, il fallait commencer l'émission en le rappelant, mais qu'en même temps, elle n'est pas sans nostalgie pour un certain nombre de ceux qui ont pu la vivre. Oui, et d'où l'importance, en fin de compte, des poètes, des écrivains, parce que les mots peuvent être sordides, les mots peuvent être là pour désinformer, mais ils sont là aussi pour proposer une évasion. C'est une période qui dure longtemps, qui dure plus de 4 ans. Alors je disais tout à l'heure que imprimer des écrits clandestins dans les conditions de pénurie et surtout de très grands de régimes de terreur instaurés par l'occupant, c'est extrêmement difficile. D'un point de vue matériel, déjà d'un point de vue concret, il faut trouver la place pour mettre les presses, il faut les déplacer souvent évidemment en cas de perquisition ou d'enquête. On ne cesse de se dénoncer, c'est bruyant, il faut trouver de l'encre, il faut trouver du papier. D'un bout jusqu'à l'autre de la chaîne, cette chaîne constituée par les soldats de l'encre, elle est très risquée. Il y a des toutes petites mains. Il n'y a pas que les écrivains, il n'y a pas que les 157 écrivains qui sont morts pour la France, soit dans les rangs de la résistance, soit au combat direct. Il y a toutes ces petites mains, les ouvriers typographes, les colporteurs, les distributeurs, ces gens qui étaient nos parents, nos grands-parents, des anonymes, des gens dont souvent personne n'a retenu la mémoire, mais on peut simplement dire que beaucoup, comme vous le disiez tout à l'heure, ont fini décapités à la hache. Mais vous êtes un collecteur de mémoire, Jean-Pierre Guénaud, et vous essayez de nous rappeler leurs souvenirs. Je voudrais citer 2 de ces 157 écrivains résistants morts pour la France. Nous parlerons aussi, évidemment, je signale tout de suite, nous parlerons dans le cours de cette émission de tous ceux qui écrivaient de l'autre côté, si je puis dire, des écrivains collaborationnistes et de toute la propagande qui existait autant du côté du régime de Vichy que du côté de la puissance occupante. Mais pour ce qui est de ces victimes, de ces écrivains résistants morts pour la France, voici 2 exemples, 2 modestes victimes, si je puis dire, de cette guerre des mots. Le premier, c'est Raymond Burgard. On l'appelait Alexandre dans la Résistance. Il avait 48 ans en 1940. Raymond Burgard est un Alsacien, en tout cas il était d'origine alsacienne, un agrégé de grammaire, et il enseigne le français au lycée Buffon. Ce lycée Buffon a été un centre de résistance extraordinaire où ont été arrêtés en février 1943 les 5 lycéens qui seront fusillés, on sait, sur le stand de tir de Ballard. Et qui étaient ses élèves. Et qui faisaient partie de ses élèves, bien sûr. Raymond fonde le mouvement Valmy en septembre 1940. Il est donc dans les premiers. Il rédige toutes sortes de petits tracts. On appellerait ça aujourd'hui des flyers. On disait des papillons à l'époque. En français, en allemand. Tout ça reproduit sur une imprimerie d'enfants. C'est donc avec les moyens du bord. C'est l'artisanat incroyable. C'est l'équivalent aujourd'hui des tags d'Internet et des petites paperoles que l'on utilise pour notre communication. Et en 1941, janvier 41, il fonde le journal Valmy, qui est une simple feuille recto verso tirée à 50 exemplaires au départ. Oui, ça paraît totalement dérisoire. Mais en même temps, ça peut paraître dérisoire, mais ce sont toutes ces petites gouttes d'eau, évidemment, qui ont fait le fleuve résistant. Paul Petit, de son côté, a 47 ans en 1940. C'est un diplomate qui publie à ses frais en 1940, en 1941, des textes clandestins qui, alors, eux, dénoncent, et de la part d'un chrétien, c'est d'autant plus méritoire, dénoncent la position des cardinaux Suard, Baudrillard, et d'une façon plus générale, de l'Église qui soutient mollement, mais soutient le régime de Vichy. À partir de juin 1941, Paul est l'âme du journal La France continue, auquel collabore Raymond Burgard.
purgatoire. Donc c'est là qu'ils se retrouvent. Le 7 février 42, ils seront condamnés à mort pour leurs écrits et sont décapités à Cologne en juin, en août 44. En juin et en août 44, c'est-à-dire qu'ils sont restés dans les geôles allemandes pendant très longtemps. Et puis alors là, il n'y a pas eu la guillotine pour eux, il y a eu la hache, encore la hache, alors qu'on est à la fin de la guerre. Tout simplement alors que Hitler avait demandé la guillotine à partir de 38, je crois. Oui, mais ça reste le moyen dissuasif. Marcel Julien aurait dû être décapité à la hache, lui, jeune lycéen résistant. Il ne l'a pas été, il a eu beaucoup de chance. La hache a été bloquée en douane. Il y avait eu des problèmes administratifs. L'administration prussienne avait aussi ses travers. Quand on feuillette, Jean-Pierre Guénaud, et tout en le disant, je vais le faire, quand on feuillette votre ouvrage, on découvre évidemment tous ces documents. L'ouvrage est bourré d'enveloppes, de poches de craft, et on sort les documents. On a comme ça alors là, j'ai une bande dessinée, ça c'est assez extraordinaire d'ailleurs, dans les mains. On a évidemment des cartes postales, et puis surtout tous ces petits tracts, tous ces éléments parfois très modestes qu'on se passait, qu'on se distribuait sous le manteau. Tous les supports étaient bons, toujours dans cet artisanat. Cet ouvrage est la prolongation du premier. Le premier insistait sur la vie quotidienne des gens, leur vie un peu matérielle. Mais le grand enjeu, on le voit aujourd'hui en 2011, comment sommes-nous informés? Comment sommes-nous désinformés? On voulait répondre à cette question parce que les mots, vous le disiez tout à l'heure, sont des armes encore plus redoutables que les armes traditionnelles. Des armes parfois perfides, honteuses, monstrueuses. Et puis il y a parfois des choses drôles. On peut citer une affiche. Ça, c'est dans la pochette qui est tout à fait à la fin du livre. Élus locaux, vous avez des affiches, messieurs Tête et Marin, qui sont les élus locaux de la mairie de Saint-Maur et qui osent publier une affiche en 41, très tôt, mardi 8 sous l'égide du secrétariat d'État à l'instruction publique. Bien entendu. Et on vous propose des cours gratuites de langue allemande. C'est quelque chose d'absolument magnifique. C'est une ironie formidable, quoi. C'est ce qui s'appelle avoir un certain opportunisme. Voilà, no comment, comme le dit une chaîne de télévision bien connue. No comment, vous commentez, vous, en revanche, la plupart des documents qui sont présentés ici. Et vous le faites à votre façon, Jean-Pierre Guénaud. C'est-à-dire en montrant toujours ce qu'il y a d'humain, aussi bien derrière l'acte le plus héroïque que derrière la plus terrible lâcheté. L'histoire, c'est la vie, et ce sont des choses à ne jamais oublier. Ce qui est merveilleux, c'est la posture de ces gens ordinaires ou de ces intellectuels, dont certains vont totalement arrêter d'écrire et faire le plus gros sacrifice qui soit. Et d'où viennent-ils tous ces documents ? Où les avez-vous recueillis ? Il y a un lieu magnifique qui est le musée de la Résistance qui est à Champigny. Et puis il y a tout un tas de collectionneurs privés, des passionnés, des gens qui ont gardé des choses qui sont introuvables et même parfois dans les collections publiques. Nous avons la chance d'avoir à nos côtés un grand témoin qui va nous parler dans un instant de Robert Desnos et du rôle très important qu'il a pu jouer. Nous sommes avec vous, Jean-Pierre Guénaud, pour feuilleter ce bel album. Le titre, je crois que maintenant tout le monde le connaît. C'est le deuxième tome, d'autant plus depuis... ça fait maintenant combien? Le premier tome était sorti il y a un peu moins de 2 ans. Un peu moins de 2 ans. C'est Paroles de l'ombre, numéro 2, et c'est sous-titré Poèmes, tracts, journaux, chansons des Français sous l'occupation, en mettant l'accent, je le dis encore, dans ce deuxième tome, sur tout ce qui consiste, tout ce qui regarde l'écrit. En fait, c'est bien la guerre des mots que vous nous présentez à travers ce recueil. Lili Marlène sur Europe 1 par Leile Andersen, Franck. Oui, la version allemande de Lili Marlène, la version pas tout à fait originale, mais presque par Leile Andersen. Nous ferons bientôt avec vous, Jean-Pierre Guénaud, une émission de télévision sur Lili Marlène. Vous avez été vous êtes celui qui a écrit l'histoire de cette chanson. Oui, c'est à venir. Et alors, elle a été reprise très tôt, en 41, par Suzy Solidor, grande chanteuse de la collaboration. C'est l'hymne de la Seconde Guerre mondiale, dont les paroles ont curieusement... Tout camp confondu, c'est ça qui est étonnant. Tout camp confondu, dont les paroles ont été écrites bien avant, pendant la Première Guerre mondiale. Et ce qui est merveilleux, c'est que beaucoup de gens pensent parfois par erreur que cette chanson est une chanson nazie, alors que Leile Andersen a failli être déportée plusieurs fois pendant la guerre. Mais c'est une autre histoire. Elle est morte très tard, du reste. Elle est morte très tard, elle est morte dans les années 70, après avoir défendu les couleurs de l'Eurovision pour l'Allemagne après la guerre. Nos auditeurs ne peuvent pas s'en rendre compte tellement ils sont attentifs, silencieux, sages comme des images, mais nous sommes en public évidemment dans cet endroit magnifique du 27 de la rue Jacob, au siège des éditions des Arènes. Nous sommes en présence de plusieurs classes de CM2, il y a aussi une classe, alors on voit des têtes évidemment nettement plus âgées, une classe de terminale. Si vous voulez applaudir pour que tous nos auditeurs comprennent
comprennent que nous sommes ici en grand nombre. Je vous en prie. Voilà. Ça nous rassure, Franck. Vous posez des questions. Vous vous demandiez si finalement nous ne nous étions pas installés dans l'arrière-cour tranquillement, c'est ça? Oui, c'est ça. Non, nous sommes en public, devant ce public très attentif. Et je pense qu'il est très intéressant de voir à quel point les plus jeunes générations sont très sensibles à la mémoire d'une façon générale. À l'histoire, nous sommes bien placés ici pour le savoir, mais notamment à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, Jean-Pierre Guénot. D'autant plus que ce sont des grands, ce sont des aînés, parce qu'ils vont écouter dans 2 secondes quelqu'un qui s'appelle Jacques Frankel et qui avait 6 ans. En 1942 ou 43. C'est-à-dire qu'au moment des événements que vous allez nous raconter, Jacques Frankel, merci beaucoup d'être avec nous. Vous étiez plus jeune que les enfants que nous avons là dans cette salle. Oui. Ouais. Et vous avez vécu donc un moment tout à fait terrible, puisque c'était le 28 juin 1943. On est non, c'était quand vous avez été arrêté, qu'il y a eu cette espèce de descente. Je ne peux pas vous dire. Vous vous rappelez pas exactement, mais je cherche là le. Qui aurait été une arrestation, qui était un contrôle d'identité, comme on dit aujourd'hui, n'est-ce pas, qui aurait pu se terminer évidemment fort mal. C'était rue de Saint-Pétersbourg, dans le 10e arrondissement. Vous étiez avec votre père. Alors, il faut que vous nous disiez qui était votre père, Vladimir Michel Frankel. Alors, c'était un médecin. Juif, comme moi, évidemment, et qui n'avait pas le droit d'exercer, qui vivait dans la clandestinité, moi aussi d'ailleurs, et grâce à lui, je suis là pour vous en parler. Et donc, Vous aviez donc sur la carte d'identité de votre père, il y avait la mention, cette fameuse mention juive. Mon père avait commis cette imprudence, je ne lui en veux pas, c'était d'aller se faire enregistrer comme juif au commissariat aux affaires juives, et donc sur sa carte d'identité, on avait imprimé le mot juif. Et donc, inutile de vous dire que cette carte d'identité, c'était plutôt un passeport pour Buchenwald qu'une vraie carte d'identité. Or, vous possédiez très heureusement de faux papiers d'identité. Alors, mon père et mon oncle et moi-même étions assez liés avec Robert Desnos, le poète Robert Desnos. Je pense que parmi nos très jeunes auditeurs dans cette salle même, certains ont appris des poèmes par cœur, des poèmes de La Fourmi de Desnos, par exemple. Et Robert Desnos est entré très tôt. Bon, d'abord, c'était vraiment un ami intime, et moi, je ne voyais personne. Hein. On vivait en reclus, clandestin, pas d'école, pas de visite, pas de sortie, etc. Et Robert, dans ses activités de résistance qui étaient nombreuses, était entre autres, parce qu'il était doué en dessin, fabricant de fausses pièces d'identité. Et il a fait une superbe carte d'identité pour mon père, où il n'y avait pas la mention et où il prenait un autre nom, ce qui fait que j'en avais tellement marre d'être enfermé dans cette maison que je lui demandais tout le temps sortons, allons faire un tour. Il voulait pas, c'était dangereux. Et puis un jour, il a fini par dire bon bah alors allons-y. Pas de chance, on arrive rue de Saint-Pétersbourg qui est à côté de chez nous. Et là, barrage contrôle. devant. Mon père me dit, bouge pas, on va faire marche arrière, on s'en va. Il y en avait autant derrière, évidemment. Et coincé. Voilà. Et donc, arrive notre tour de présenter les papiers. Et il y avait le petit carton dessiné si habilement par Robert que les flics n'y ont vu que du feu. Et que nous sommes repartis après un petit contrôle quand même assez disgracieux qu'on fait sous le porche des immeubles pour prouver définitivement qu'on n'est pas juif. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Votre père, Vladimir Frankel, était devenu, pour les circonstances, Michel Renaud. Il était censé être né dans la Haute-Vienne. À Bouzy. Et domicilié à Bouzy-la-Forêt, dans le Loiret. Il fallait apprendre ça par cœur, évidemment, au passage. Voilà. Mais moi, c'était très différent pour ce qui est de moi, parce que moi, je ne savais même pas ce que c'était un nom de famille. Parce que fallait pas que je sache mon nom. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je ne savais pas ce que ça voulait dire juif, un mot que j'avais jamais entendu. Frankel, je ne savais pas que ça existait. Voilà, j'étais Jacques. Jacques, sans copain, sans ami, sans personne. Oui. Sauf que une enfance coupée du monde. Voilà, sauf que Robert faisait partie des amis intimes. Robert Desnos, le grand poète. Et qu'il venait souvent, il venait parfois à la maison, et
il me faisait la plus grande joie que j'ai eue pendant cette période lamentable. Il me prenait sur ses genoux et il me racontait des histoires, comme lui seul savait les raconter. Et j'en ai un souvenir un peu flou, j'avoue, mais extrêmement ému. Et je crois qu'il m'a confié ces histoires parce que à cette époque-là, on ne savait pas ce qu'on allait devenir, ni lui, ni moi. Et que c'était un peu un viatique pour le grand départ. Vous êtes son légataire universel et son exécuteur testamentaire, il faut le dire. Absolument. Il n'a pas voulu léguer à sa compagne Yuki, qu'il aimait beaucoup, mais pour des raisons, parce qu'elle était un peu fofolle et il pensait que c'était pas très sérieux, et donc il a légué à mon oncle, et puis après ça, à moi. Donc c'est vous qui êtes aujourd'hui dépositaire de cette mémoire, et puisqu'il vous a sauvé la vie, vous sauvez vous aujourd'hui sa mémoire. Voilà, du mieux que je peux. Il faut savoir que Robert Desnos, bien sûr, a été dénoncé par un certain nombre de ses chers confrères, du reste, puisque dont Céline, il faut le dire. Je ne savais pas si j'allais le dire, mais oui, après tout, disons-le, bien sûr. Céline n'est peut-être pas le responsable premier de l'arrestation, mais quand on traite un homme de philoyoutre, ça fait partie de ce fabuleux langage de Céline, n'est-ce pas, qu'il revendique dans le journal fort lu, on lui fait pas du bien. Mais le pire, ça a été Alain Lobreau, bien connu de nos services comme grand autre journaliste, autre journaliste. Et que Desnos avait giflé un peu. Que Desnos avait giflé. Et donc, quand un jour, dans un dîner mondain, on a dit « Oh, Desnos, qui venait d'être arrêté, on va peut-être le relâcher », Lobreau a dit publiquement aux officiers de la Gestapo qui étaient là « Il faut le fusiller ou tout au moins le déporter ». Et puis, ce sera le début d'une déportation très longue, Auschwitz, Buchenwald, Flossenburg, le camp de Floa, et puis ça finit par Térésine. Oui. Desnos est mort le jour de la libération de son camp, mort du typhus. Les deux documents qui sont là, grâce à Jacques Frankel, sont très émouvants. C'est unique. Pourquoi ? Parce que Desnos a été prévenu du fait qu'il serait arrêté. Pour que l'on ne se retourne pas contre sa compagne Yuki, il s'est rendu à l'arrestation, mais il a eu le temps de faire disparaître tout ce qui concernait son activité de faussaire et de résistant. Et les deux seules pièces connues de cette activité de faussaire, ce sont ces cartes. Il y a là la vraie carte de Vladimir Frankel, et il y a sa fausse carte qui a donc sauvé Vladimir et son petit garçon de 6 ans. Voilà. Nous revenons sur d'autres trésors contenus dans ce magnifique recueil Paroles de l'ombre dans un instant. Sur Europe 1, coucher avec elle, sur un poème de Robert Desnos de 1942, Franck. Voilà, et justement nous sommes en compagnie du légataire universel, exécuteur testamentaire de Robert Desnos, de Monsieur Frankel, qui est ici avec nous et qui nous a raconté, je dis ça pour les auditeurs qui prendraient en cours, qui nous a raconté l'extraordinaire moment terrible où la fausse carte d'identité dessinée, fabriquée par Robert Desnos, lui a sauvé la vie et celle de son père. Nous sommes ici donc au 27 de la rue Jacob, dans ce qui très longtemps a été la maison du Seuil, les éditions du Seuil, et qui aujourd'hui abrite notamment les éditions des Arènes. Le directeur des éditions des Arènes vient de nous rejoindre. Nous allons nous entretenir dans un instant avec lui de ce nouveau rendez-vous culturel que vous proposez aux Parisiens, là, dans le cœur du vieux Paris historique, celui qu'on aime. J'aimerais avant cela, Jean-Pierre Guénaud, qu'on revienne un moment sur ces poètes et sur ces écrivains de l'ombre. Alors, je suis là ouvert à la page justement de Robert Desnos où on voit les fameux papiers. Et si je pars une seule page en arrière, nous trouvons de tout autres écrivains. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on croie, évidemment, que la guerre des mots ne s'effectuait que dans un sens. J'ai là dans les mains, puisqu'il suffit de tirer dans un petit soufflet, on tire une liste qui a l'air dactylographiée. C'est un très beau facsimilé. Et j'ai Comité national des écrivains, liste des écrivains indésirables. Et il y a là quelques collaborationnistes quand même. Oui, absolument. Ça a été un enjeu terrible, aussi bien pour les écrivains que pour les poètes et pour les journalistes. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'on cite toujours, par exemple, la presse la plus extrémiste. Je suis partout, Gringoire. On oublie que la presse ordinaire, le matin, par exemple, était certainement une des formes d'expression la plus sirupeuse et la plus effrayante, avec des choses d'autant plus perverses qu'elle ne s'adressait pas à des extrémistes, mais à monsieur tout le monde. Les mots ont joué un rôle essentiel, je pense qu'on va le comprendre. Deux grands poètes, vous teniez à ce qu'on insiste sur leur cas, c'est René Char et Jean Prévost.
René Char et Jean Prévost, parce que tous les deux incarnent quelque chose de terrible. L'un et l'autre vont décider de basculer dans la lutte armée. Et l'un et l'autre décident qu'après tout, continuer à écrire, c'est incompatible. Et alors ça, c'est le sacrifice suprême pour un écrivain. C'est d'arrêter d'écrire. Et à travers des facsimilés de choses très émouvantes qui sont dans le livre, on voit quel drame c'était pour eux. René Char, parce que lui, il avait 37 ans, c'est un poète soldat, c'est un très bon soldat, parce qu'il ne peut pas s'empêcher de prendre des notes sur un carnet qui ne cesse de trahir ses frustrations, qui sont magnifiques. Ça a été publié après la guerre, avec le nom Les Feuillets d'Hypnose. Il a tout détruit sauf une feuille. Cette feuille est dans Paroles de l'ombre 2. Et alors, il avait des mots terribles pour les gens dont vous parliez tout à l'heure, René Char. Hein. C'est lui qui a écrit qu'il existait une sorte d'homme toujours en avance sur ses excréments. Et bien sûr, il ne pensait pas précisément à Jean Prévost ou aux gens qui étaient de son bord, mais à ceux qui étaient en face. Quant à Jean Prévost, c'est un personnage admirable qui sacrifie tout. Cet homme est une gloire littéraire en 42. Son avenir est immense, a priori. Son avenir est immense. Il vient d'épouser en seconde noces Claude Van Biema, qui est de sa muse, qui est belle comme le jour. Et lui va tout sacrifier. Et lui va aussi s'arrêter d'écrire. Et alors, il reste une trace de tout ça. Il était très prudent. Il était comme Vercors, l'auteur du Silence de la mer. Et puis, l'espace de 3 jours, il partage le journal intime de son épouse. Donc il reste quelques lignes des pensées littéraires de Jean Prévost pendant la guerre, quelques lignes seulement. Et c'est fascinant, parce qu'il pose les bonnes questions. Et là, je vous renvoie à ces facsimilés que nous avons publiés dans le livre. Le premier tome de Paroles de l'ombre évoquait la vie quotidienne des Français. Ce deuxième tome, on l'a bien compris, évoque plutôt cette guerre des mots, ces batailles de l'écrit. Au centre des deux, si je puis dire, l'interface entre les deux univers, c'est la presse, évidemment. C'est la presse. La presse joue de part et d'autre, aussi bien la presse collaborationniste que la presse de résistance, joue un rôle essentiel dans l'avenir de la guerre. C'est un enjeu fabuleux, et ce que les gens ne savent pas, au-delà de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ça devient une guerre incroyable. Il y a eu ce qu'on a appelé la guerre des faux journaux. Ah oui, oui. La RAF parachute des journaux. Dans les heures qui suivent, la Gestapo s'en saisit, reprend ces journaux, les rédige et les contrefait intégralement. Il y avait par exemple le Courrier de l'Air, où il y avait des titres de gens, c'est hallucinant, et nous montrons les deux versions des journaux. C'est-à-dire qu'en fait, on a exactement le même journal, avec les mêmes rubriques, les mêmes titres, ce qui est important, ce qui fait que si quelqu'un avait parlé à son voisin de palier d'un titre, on peut le retrouver sur le faux journal. C'est la même chose. Mais le contenu des articles est différent. Le contenu diffère. Si vous avez des photos des alliés qui semblent péter la forme, et bien évidemment, on va les montrer subclaquants. Oui. Et les articles sont réécrits de façon très vicieuse pour prendre l'inverse de leur sens initial. Très vite, les lecteurs ne savent plus à quel sens se vouer, et c'est là, et ça se joue dans les deux camps. C'est-à-dire qu'il va y avoir des faux canards enchaînés, il va y avoir des faux journaux de propagande. Les deux camps se Vous montrez ces journaux, les uns les autres, grandeur nature du reste. Et ça, c'est un des événements les plus fascinants qu'on soit. Qui soit aujourd'hui, quand on parle beaucoup d'Internet, à cause de l'énergie, de la générosité et parfois de l'horreur qui peut caractériser les rumeurs sur Internet, on a la même chose. Simplement, à l'époque, ça passe par des petites feuilles de papier, par des tracts, par des petits journaux. Et tout ça passe en fait par une espèce de grande perte de repères. On pense forcément au film Le Corbeau, hein, évidemment de Clouzot, avec vous savez, quand le personnage principal se met à faire basculer la lampe et que d'un seul coup les ombres, les lumières, tout vacille, on ne sait plus à quel sens vouer. Et l'homme qui donne tous les repères, à la fin de tout ça, nous avons choisi avec mon éditrice Rachel Grunstein les fabuleux articles que Camus publie à la Libération, parce qu'il a une façon d'éclairer ce qui vient de se passer pendant 4 ans, c'est sublime. De faire retomber tout ça sur ses pattes en quelque sorte et de redonner des repères aux gens. Et de faire tourner les justes clés. En tout cas, il faut pratiquer ces facsimilés, ces textes, parce que vous verrez qu'on a édulcoré beaucoup de choses et qu'une fois de plus, il faut aborder l'histoire par le biais de la vie. On n'est pas dans la poussière, on est dans la vie. Et aujourd'hui, Steve Jobs vient de mourir. Eh bien, en fin de compte, l'inventivité qu'il a déployée dans les moyens de communication nouveaux qui sont à notre disposition, c'est ce que tous ces petits soldats de l'encre ont déployé pendant les 4 ans de l'occupation, à leur manière et avec les moyens de l'époque.
C'est très pédagogique finalement cette démarche, Laurent Beccaria. Vous dirigez donc les éditions des Arènes. C'est un travail qui devrait être multiplié. On devrait faire ça dans tous les domaines. Présenter les documents en fac-similé, les avoir dans la main comme ça, pouvoir jouer avec, si je puis dire. Ça, c'est à la fois les progrès de la fabrication qui nous permettent de faire ça. Et puis je pense que c'est le développement du numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des milliers de documents d'histoire qui sont disponibles d'un seul clic. Et le livre doit se réinventer. Et une des raisons de réinventer le livre, c'est d'abord le travail de sélection. Je crois que Jean-Pierre Guénaud, pour arriver à ce livre, sont des milliers de documents, de pages, etc., avant de choisir un peu le meilleur. Et puis, il y a la mise en page, les pages qu'on déploie, comme une malle au trésor. Il y a une surprise à chaque page. Une surprise, en fait, oui. Et on retrouve ce qu'est un livre, c'est-à-dire un livre qu'on partage, qu'on voit en famille, qu'on s'offre, qu'on garde. Et c'est vraiment la complémentarité avec l'univers numérique. On vous retrouve dans un instant, Laurent Beccaria, pour évoquer ces lieux où vous nous accueillez, et vous nous accueillez en public puisque nous sommes en présence. Je ne sais pas combien vous êtes, mais enfin très nombreux. Nous avons plusieurs classes, notamment des classes de CM2 qui sont avec nous aujourd'hui. On vous retrouve dans un instant. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. À l'occasion de la sortie du volume 2 de Paroles de l'ombre, un recueil de documents élaboré par Jean-Pierre Guénaud et coédité par Europe 1, nous retrouvons Franck en direct du siège des éditions des Arènes. Voilà, et en présence du fondateur et directeur des éditions des Arènes. Merci Laurent Beccaria de nous recevoir. On a mis un petit peu de désordre dans votre librairie là ce matin. Ah oui, mais c'est fait pour ça. C'est une maison d'édition, et dans le mot maison d'édition, il y a le mot maison, et dans une maison un peu en désordre, c'est une vraie maison. Et c'est bien que la librairie soit au rez-de-chaussée de la maison d'édition. Moi, j'aime bien ça. Il y a un côté là, c'est très quartier latin finalement tout ça. Oui, et puis c'est aussi une volonté d'ouverture grande pour que ce soit un endroit de brassage, un endroit de vie. Puisque les livres, c'est la vie. Il y a des livres qui changent la vie, et nous, on est éditeur pour transmettre quelque chose. Et si on n'a pas de contact avec les gens à qui on transmet, c'est un peu comme si on parlait dans le vide. Et ce que vous avez à transmettre ici, notamment, c'est un extraordinaire patrimoine. Vous n'êtes pas n'importe où. Cette adresse, elle est connue, 27 rue Jacob. Alors, ça s'est passé juste à la fin de la guerre dont vous parlez, en 1946. Il y a une poignée de gens, ils étaient une petite dizaine, qui se sont installés, qui ont racheté un hôtel ici. Alors, il faut savoir que le quartier, à l'époque, c'était le quartier des soldats allemands. Il y avait Juliette Gréco, Boris Vian, le jazz, Jean-Paul Sartre. Oui, Sartre était là aussi. C'était très vieux, très un peu bohème. Et puis avec cette énergie de l'après-guerre, ils ont voulu reconstruire aussi les livres, les romans, et ils ont créé les éditions du Seuil, qui avec Gallimard, c'est deux maisons les plus prestigieuses en France. Gallimard qui n'est pas très loin d'ici. Il n'est pas très loin, c'est un quartier d'éditeurs. Et puis bon, il y a eu des ventes, des restructurations. Ils sont partis dans un quartier avec un immeuble moderne, etc., comme on fait beaucoup aujourd'hui. Et puis les héritiers de l'un des deux cofondateurs, donc Paul Flamand, cherchaient des gens pour reprendre la maison. Et ils ont essayé de reprendre une autre petit groupe. On est une vingtaine à la fois de maisons d'édition et puis des revues, la revue 21, la revue 6 mois de photos. Et on essaie de retrouver une énergie nouvelle. Alors maintenant, c'est des jeunes de CM2 qui viennent de Seine-Saint-Denis, et c'est tout à fait ça. C'est tout à fait. C'est le futur de la France. C'est eux, c'est nos futurs lecteurs. Ils sont là, et on leur transmet, on leur parle, et plus tard peut-être on accueillera leurs livres. S'il y en a qui ont envie d'écrire des livres. Il y en a peut-être déjà qui écrivent. Ils viendront peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, et ils viendront se souvenir que dans cet endroit, on aime les auteurs. Merci beaucoup, Laurent Beccaria. On a beaucoup parlé d'auteurs, d'écrivains, tout ça au masculin, Jean-Pierre Guénaud. On peut peut-être finir par l'évocation rapide, parce que nous sommes à la toute fin, d'une femme d'exception. Madeleine Riffaut, mais oui, il ne faut pas oublier les femmes. Madeleine, c'est une petite poétesse de 16 ans au début de la guerre, tuberculeuse, et puis dès qu'elle sort de son sanatorium... Madeleine Riffaut, je ne suis pas certain qu'on ait bien entendu Madeleine son nom. Riffaut, en 41-42, eh bien, elle glisse dans la lutte armée. Et Madeleine m'a fait comprendre une chose que j'avais jamais compris. Elle a abattu un officier allemand sur ordre en juillet 44. Et moi, je pensais que ça n'avait aucun intérêt. Je n'avais jamais croisé Madeleine. Et puis Madeleine est devenue une amie. Et j'ai compris une chose. Même quand vous œuvrez contre le nazisme, même quand vous œuvrez pour la bonne cause, un meurtre reste un meurtre. Et Madeleine, la poétesse qui est restée poète, qui est restée un bel auteur, ne s'est jamais remise de cet acte. Jamais. Sa vie de journaliste, sa vie d'écrivain n'a été qu'une fuite depuis le départ. Et nous devons cela aussi aux résistants qui nous ont rendu la liberté.
Merci beaucoup Jean-Pierre Guénaud. Je rappelle évidemment que Parole de l'ombre est déjà en librairie. C'est le 2e tome de ce trésor de toute la mémoire de la France pendant l'occupation. Merci beaucoup à Jacques Frankel d'être venu témoigner et merci à vous Laurent Beccaria de nous avoir reçus ici au siège des éditions des Arènes. Et j'espère qu'Elena s'est installée, qu'elle est... Elle est là. Bonjour Elena. Bonjour Franck, très bien installé tout près de Julia. Alors aujourd'hui nous allons parler de la journée des aidants. Vous savez, ces aidants, ce sont des proches qui aident des parents dépendants. Dit comme ça n'a pas l'air très marrant, mais vous allez voir que aider ses proches, ça peut être très gratifiant. C'est en tous les cas très utile et on vous invite à poser vos questions à nos experts Europe 1 au 39 21 ou sur europe1.fr. Merci beaucoup Elena, merci Julia, je vous retrouve demain là-bas rue François 1er. Exactement, et en avec attendant plaisir. On va demander à tous nos jeunes spectateurs d'applaudir. Merci beaucoup. Et on les salue, on les embrasse. À demain sur Europe 1. À demain, merci Julia. Europe 1 vous présente Parole de l'ombre 2. Retrouvez la grande histoire des Français sous l'occupation. Affiches, chansons, tracts, poèmes, journaux clandestins sont reproduits à l'identique. Tournez les pages et dépliez ces archives bouleversantes pour plonger dans l'histoire. Parole de l'ombre 2. En librairie pour 34,80 € seulement.